Un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement responsable est un sujet important. Comment le traiteriez-vous? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a les tenants de la décroissance, ceux qui expliquent qu'il faut ralentir, arrêter. Alors c'est très facile, la décroissance depuis nos pays développés, depuis nos terres fertiles, nos usines productives, on explique la décroissance. Mais ça ne marche pas. À l'échelle planétaire, la décroissance, c'est le chaos. Tout ce développement économique, il doit partir plutôt des besoins de la population, pas des besoins superflus, de nos besoins essentiels. Et comment à partir de là, à partir de ces besoins, on dit ben voilà, on va aider les filières nécessaires pour produire ces besoins, satisfaire ces besoins de la population. On a besoin, je le dis par rapport au décroissant, on a besoin de l'économie, on a besoin des entreprises, y compris pour réussir la transition écologique, la question de l'inclusion sociale. Le développement économique, bien évidemment, doit être sur tout le territoire. Mais moi, je le définis par le localisme. Typiquement, la vision défendue par le Rassemblement national, c'est-à-dire où on incite les entreprises à s'installer chez nous pour éviter aussi la fuite des cerveaux. Pour moi, le développement économique efficace, il ne doit pas être que sur la métropole ou que sur un grand pôle, on va dire, économique ou industriel. Créer de l'emploi local partout. Redonner du pouvoir d'achat partout. Nous voulons que ces entreprises emploient de la main-d'œuvre locale. Bien sûr, il faut réduire le coût du travail qui en France est particulièrement élevé. Là, au niveau d'un département, il faut que chaque territoire est au plus près des communautés de communes, ou je ne vais pas dire des communes, mais au moins des centres-bourgs. Il faut qu'on puisse retrouver des industries, des entreprises, des associations qui soient vivantes et dynamiques. Tout ça, ça crée un développement économique, ça crée aussi un développement social important. Pour être tout à fait concret, vraiment, parce que moi j'aime bien m'appuyer sur des exemples, l'agriculture. On sait que l'agriculture, c'est constitutif de notre identité française. Alors, nous voulons par ailleurs autour du localisme, dire aux entreprises, écoutez, aux entreprises françaises, vous aurez une priorité d'accès dans les marchés publics. Parce que moi, ça me semble normal qu'une cantine dans laquelle mangent nos enfants aille se servir chez le producteur du coin. Parce que c'est aussi nos impôts, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, c'est cette vision globale qu'on appelle le localisme, que l'on estime être vertueuse, réalisable et surtout souhaitable pour le bien-être de nos concitoyens. Encore une fois, au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire solliciter les paysans dans tout ce qui est restauration collective, donc dans les écoles, dans les entreprises. Ce serait économiquement efficace pour les paysans qui seraient rémunérés sans intermédiaire et donc mieux rémunérés. Ce serait socialement équitable pour eux donc. Ce serait écologique, puisqu'en fait, on comprend bien que le problème d'importer par exemple du poulet brésilien aux OGM, il n'est pas seulement nocif pour notre santé, il a aussi un bilan carbone. Voilà. Il faut rééquilibrer, mais pour rééquilibrer tout ça, il faut aussi qu'il y ait de l'emploi, parce que comme vous dites, sinon si les gens doivent se faire 3 heures de transport tous les jours, c'est invivable. Donc il faut aussi permettre à des entreprises de se développer dans des territoires qui sont peut-être a priori moins attractifs que Bordeaux, mais qui finalement le sont tout autant. Et donc en fait, il faut qu'il y ait cet équilibre entre l'emploi, entre le logement, entre les services. Enfin voilà, il y a tout ça qui est à repenser. Alors je sais que c'est un chantier énorme et qui ne se fera certainement pas en quelques semaines ou en quelques mois, mais il faut une vraie volonté de mettre tout ça en place. Le chemin de crête pour moi qui est entre les deux, et c'est le seul chemin de vérité, c'est une croissance respectueuse de l'homme, respectueuse de la planète. Et ce n'est pas des incantations. Tous les jours, il y a des chefs d'entreprise qui l'inventent, qui la produisent, qui démontrent que c'est possible. On peut aussi s'appuyer pour ça sur une structure économique qui est méconnue, mais qui représente quand même des millions d'emplois dans notre pays. C'est l'économie sociale et solidaire qui a en tête cette question où les gens se mettent ensemble pour répondre à leurs besoins essentiels, leurs besoins vitaux. La prochaine crise sera celle du logement. Comment comptez-vous la régler? Chaque citoyen puisse avoir un logement, car avoir un logement, c'est du bien vivre. Il y a la question déjà d'une part de l'accès à la propriété. Ce que propose Reconquête, c'est déjà de permettre une primo-accession plus facile, notamment en supprimant les droits de mutation jusqu'à 250 000 € primo-accédant. Je ne suis pas d'accord avec ça sur le fait que ça soit la prochaine crise, celle du logement. Je pense que la prochaine crise est celle plutôt de l'accès notamment à des ressources vitales. On est en ce moment sur la question de l'accès à l'eau, et donc à des réseaux, notamment les réseaux d'eau, et avoir de l'eau potable en quantité. Aujourd'hui, le logement est au cœur des préoccupations des habitants. Moi, dans les sollicitations que j'ai, 50% portent sur des demandes de logement non satisfaites. Sur la question du logement, je pense qu'on est
déjà au cœur d'une crise importante, on le voit bien, face au nombre de demandeurs de logement, face aux gens qui ont du mal à se loger. J'estime que ce n'est pas une crise à venir puisqu'on est déjà plongé en plein dedans. On se rend compte au quotidien des problématiques de logement, autant des logements sociaux que dans la sphère des logements privés. Alors sur le logement, c'est vrai que c'est un vrai problème. Il manque 40 000 logements, je crois, dans le département de la Gironde, une très mauvaise répartition. La question du logement sur notre métropole, elle est criante. Problème des prix, problème de l'accès au logement social. Et pour moi, il y a deux enjeux fondamentaux. D'abord, accepter de construire, accepter de densifier. Et on peut le faire. Je pense notamment à toute l'opération autour du tram. On devait avoir 50 000 logements, on n'en a eu que quelques milliers. Aujourd'hui, avec le manque de logements, avec la pénurie de logements sociaux, ces logements deviennent petit à petit très sociaux. Alors, je pense que des logements dans notre pays, il y en a quasiment aujourd'hui pour loger tout le monde. Il manque des logements sociaux, il faut les construire, mais on est en capacité de le faire assez rapidement. Je crois qu'on est au cœur d'un paradoxe. C'est qu'on entend partout, il faut construire des logements, mais on entend aussi de plus en plus, il ne faut pas de béton. C'est la question de la construction du neuf, où on voit qu'il y a une augmentation massive des normes qui bloquent la construction de logements, ou voire qui bloquent aussi la rénovation de bureaux en logement. On manque cruellement de logements. Donc oui, il faut construire des logements, mais des logements éco-responsables. Dans le cœur de ville, on a vocation à vivre, à habiter. Donc il faut accepter de construire plus haut, il faut accepter des constructions modernes. Je sais que c'est très difficile, je l'ai expérimenté. Les villes doivent impérativement appliquer le PLU qui a été élaboré en concertation au sein des métropoles ou des communautés de communes. En matière de logement, il y a une question très délicate qui est la question du permis de construire, qui malheureusement aujourd'hui, en fait cette compétence, le PLU, plan local d'urbanisme, eh bien malheureusement cette compétence a quasiment été transférée aux communautés de communes via des PLUI. Et donc aujourd'hui, vous avez le maire qui n'a quasiment plus la main sur les permis de construire qu'il va accorder, et du coup, je pense que ça contribue au déséquilibre, en tout cas au déséquilibrage territorial. On ne va pas vers la limitation de l'étalement urbain, puisqu'on protège encore plus le moindre mètre carré de terre, y compris dans la ville-centre. Nous avons une vision équilibrée, pas de sururbanisation, mais pas pour autant de limitation excessive de l'urbanisation de notre territoire. Dans les années 60, le logement social a été très mal réparti. Exemple sur la rive droite de la Garonne où on s'aperçoit que le quart du logement social du département a été réparti sur 3 communes en gros et 6% du territoire départemental. Mais on doit aussi continuer de construire et tous les politiques qui refusent d'assumer cela mentent, se trompent et ne peuvent pas ensuite venir dire qu'on manque de logements et qu'eux ne sont pas responsables. Il faut accepter de construire même si c'est difficile. Le problème, c'est que la répartition territoriale des populations et des logements est en train de ne plus être superposée. C'est-à-dire qu'on a des déplacements de population pour des causes de désindustrialisation notamment, et on se trouve avec des endroits qui sont avec des logements mais vides de population. Et puis nous, ici par exemple, sur cette façade atlantique, avec des endroits où on n'a pas assez de logements et puis une population qui arrive massivement. Les personnes les plus modestes puissent avoir le choix de leur lieu de vie. Qu'on ne leur impose pas du fait de leur situation sociale, tel ou tel site, parce qu'il est entièrement dédié aux logements très sociaux. Là aussi, c'est une aberration et c'est une injustice par rapport à la pauvreté, aux gens qui subissent la misère. C'est demander plus de responsabilité donc, auprès des bailleurs des logements sociaux surtout, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de logements insalubres, pas isolés, etc., dans lesquels sont mis des locataires. Interdire toute expulsion, interdire toute coupure d'électricité afin de protéger les personnes les plus précaires. Le logement social doit revenir en priorité aux Français les plus modestes. C'est une priorité pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas pouvoir choisir son lieu de vie. Pensez-vous qu'un département aux compétences élargies permettrait une meilleure gouvernance du territoire? L'échelle départementale, effectivement, permet bien souvent un meilleur maillage et une meilleure loupe géographique que la région. Non, pour moi, le département n'a pas vocation à avoir une compétence élargie. Donc, nous sommes pour des départements aux compétences élargies, puisqu'on estime que l'échelle régionale telle qu'il existe
n'est pas forcément adéquate pour les compétences qu'il a. Il est nécessaire que chaque organe de l'État, des collectivités territoriales, bénéficie à la fois des compétences, mais à la fois des responsabilités. Je vais prendre l'exemple très simple de la région. La région est compétente sur la question économique, elle doit être également compétente sur la question de l'emploi. Aujourd'hui, le département, c'est juste la collectivité qui s'occupe du social. Et on a transféré beaucoup de compétences, notamment la compétence économique ou la compétence transport, avec y compris les transports scolaires à la région. Et ça ne marche pas. La question serait plutôt, ne faut-il pas redonner au département les prérogatives qu'il avait avant? Parce que suite à la loi NOTRe, le département a perdu des compétences. Donc je crois que là, je viens de répondre à la question. Je ne sais pas si donner plus de compétences au département peut tout solutionner. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je trouve absolument absurde que l'on détermine, par exemple, un circuit de ramassage scolaire en Creuse depuis Bordeaux. J'aurais préféré qu'on fasse ça directement depuis Guéret. Et même au niveau du train, que ce soit revu au niveau départemental, ce n'est pas un problème puisque les départements peuvent tout à fait s'entendre sur les transports quand c'est interdépartement. Donc, avant de penser à des compétences élargies du département, je voudrais déjà que le département retrouve ses compétences d'antan. Ça veut dire que si on élargit les compétences, on va enlever des compétences à la région aussi. Donc, ça veut dire que faut-il enlever une structure territoriale? Il avait été question de supprimer des couches parce qu'il y en a trop. On le dit tous. Nous devons revoir l'organisation administrative de notre pays. Moi, je suis clairement favorable à une collectivité unique. Donc aujourd'hui, on a une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est énorme. Et je trouve que c'est totalement incohérent. Enfin, il n'y a pas de pertinence. On a peut-être trop voulu disperser aussi les compétences. On voit bien que quand un citoyen sonne à la porte de la mairie, on lui dit « Ah ben non, c'est plus ma compétence, il faut aller voir les autres » et ainsi de suite. Est-ce que c'était ça la solution générale de pouvoir, on va dire, dispatcher toutes les compétences? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faut aussi redonner du pouvoir aux communes. Les communes, c'est vraiment le creuset de l'exercice du pouvoir, entre guillemets, enfin le pouvoir local. Les maires, on le voit, et les conseils municipaux sont des gens qui sont des élus locaux, donc c'est souvent des gens de la société civile qui sont extrêmement proches du terrain. Donc je pense qu'avec une collectivité unique et en s'appuyant sur les communes, déjà, on remettrait pas mal de choses en ordre. Rapprocher les compétences des collectivités qui parfois se surajoutent les unes sur les autres, mais surtout faire en sorte qu'il y ait davantage de proximité vis-à-vis de nos habitants et de nos acteurs économiques, sociaux et culturels, ce qui suppose donc énormément de simplification, ce qui suppose aussi de s'inspirer de ce qui se fait à Lyon, par exemple, où départements, métropoles et villes ont procédé à une simplification.